Au printemps dernier, le Conservatoire du patrimoine a été alerté par une famille de la gare de Fresnay qui a dit « Nous avons trouvé dans notre grenier des documents qui pourraient avoir une valeur historique. » Voilà. Alors, si cela vous arrive, contactez immédiatement le Conservatoire du patrimoine, ou mieux encore, les archives départementales, car en effet, ce n'est pas une histoire ordinaire qui vient de se produire. Il s'agissait de plusieurs registres relatifs à la paroisse de l'Amour, qui est un petit hameau de la commune de la gare de Fresnay. Et en fait, parmi ces documents, il y avait un document plus ancien que les autres, qui n'était autre que le registre de catholicité tenu par le curé, un prêtre de la gare de Fresnay, de la paroisse de l'Amour, pendant la Révolution, entre 1793 et le Concordat. Alors ce registre, le voici, il recense année après année les baptêmes et mariages qui ont été célébrés dans la paroisse. Il y a en tout 163 baptêmes, et ça représente une durée d'environ 10 ans, la Révolution française, entre 93 et le Concordat. Et évidemment, ce qui fait l'originalité de ce registre, c'est que la plupart de ces sacrements notés par écrit ont été donnés en secret aux périodes de persécution les plus importantes. Alors ce registre a deux caractéristiques assez exceptionnelles. D'une part, comme je l'ai dit, que en fait, la paroisse, le curé de l'Amour, le vrai curé de l'Amour, a été arrêté parce qu'il avait rétracté son serment et il a été remplacé au pied levé par son frère, qui était également prêtre et qui était réfugié à l'Amour avec lui. Et la deuxième caractéristique encore plus exceptionnelle, c'est qu'une partie de ces actes ont été rédigés et signés par la sœur de ces deux prêtres, qui était une religieuse ursuline, et qui était là, elle aussi, avec sa sœur. Il y avait deux religieuses ursulines, dont l'une a été la secrétaire à la place du curé officiel de l'Amour. Donc ce petit registre va nous attendre beaucoup de choses sur la vie de ce qu'on appelait à l'époque une paroisse champêtre. Vous allez voir ce que représente l'Amour et ce qu'est une paroisse champêtre à l'époque. Alors voilà le hameau de l'Amour, hameau et paroisse de l'Amour. À l'époque, comme aujourd'hui, c'est un petit hameau d'environ entre 30 et 50 habitants au cours de l'histoire. Donc on se demande comment pouvait exister une paroisse dans un hameau de cette taille. En réalité, si vous regardez bien, c'est une photo qui date des années 50, mais ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. On aperçoit deux masses considérables. Il y a d'abord l'église que vous voyez de face, et à côté, un autre grand bâtiment carré, qui n'est autre que le presbytère de la paroisse de l'Amour. En réalité, il faut savoir que l'Amour, ce petit hameau, était autrefois une seigneurie, et est donc devenu par la suite une paroisse, mais que sa caractéristique, c'était de regrouper sur un territoire assez important un très grand nombre de petits hameaux ou de petites agglomérations, dont la partie qui aujourd'hui représente la commune du Plan de la Tour. Le Plan de la Tour, autrefois, était un lieu-dit de la paroisse de l'Amour, aussi étonnant que ça puisse paraître aujourd'hui. Alors voici de plus près. C'est important de bien voir les bâtiments parce que vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il faut bien les avoir présents à l'esprit. Voilà l'église de l'Amour dans les années 30. Vous voyez la taille de l'édifice pour un hameau de 50 habitants. Et à droite, vous voyez le presbytère
qui est une maison actuellement où habite une famille, mais vous voyez la taille du bâti, le bel encadrement de la porte, c'est pratiquement un petit hôtel particulier, toujours dans ce hameau perdu dans les forêts des morts. Alors ça c'est pour le cadre matériel. Maintenant, il faut bien sûr parler des circonstances où ce registre a été édité. La Constitution, alors, si nous prenons les choses en 1789, nous sommes dans une période d'instabilité grave. Vous le savez, le déficit public est énorme. Tout le monde cherche des réformes à l'état institutionnel. Donc, c'est faire la parenthèse. Bien. Alors, on trouve une solution extraordinaire. Il suffit de nationaliser les biens du clergé et de remplacer le système antérieur par des prêtres salariés qui deviendront quasiment des fonctionnaires. Eh bien, au début, les prêtres, en particulier dans le Var, sont majoritairement favorables à ce système qu'ils préfèrent sans doute à l'inégalité énorme qui existait auparavant. Donc, beaucoup, presque la totalité dans le Var, traitent le serment prévu par la Constitution. Constitution civile du clergé, qui, je le rappelle, a été décrétée par l'Assemblée nationale et agréée par le roi. C'est le roi qui a signé, il le regrettera, mais il a signé la Constitution civile du clergé. Mais les évêques, pour la plupart, condamnent la Constitution civile du clergé, le pape ensuite condamne, les rétractations de serment se multiplient et les politiques antireligieuses, de plus en plus violentes, se mettent en place. Donc désormais, il y a en France 2 églises et 2 clergés. Il y a le clergé constitutionnel fidèle à la République et le clergé réfractaire qui va peu à peu être condamné à la clandestinité. Il y a dans ce lieu, enfin dans le diocèse de Fréjus, 2 évêques. L'ancien évêque, Monseigneur de Bossé-Roquefort, qui tient toujours à sa légitimité, et le nouvel évêque révolutionnaire, enfin constitutionnel, qui a été, lui, élu. Et pour le département du Var. Vous voyez là, à quoi a abouti la Constitution civile du clergé. Alors c'est à ce moment que nous rencontrons la famille de Paris. La famille de Paris, c'est une famille d'Aubagne qui comprend 10 enfants. Et sur ces 10 enfants, il y a 2 prêtres et 2 religieuses. Alors, je vous raconte les choses. Alors, les 2 prêtres que vous voyez là en bas à gauche, ce ne sont pas les frères de Paris, ce sont d'autres prêtres de la même époque, mais ça vous donne une idée de ce qu'était la famille qui va être regroupée à l'Amour dans les années 90-92. 2 prêtres et 2 religieuses ursulines, dont une, la plus jeune, a été prieure, enfin dire sœur directrice du couvent de Barchol. Alors, au moment du début des troubles révolutionnaires, les 2 frères Paris abandonnent leur poste, qui est un poste de chanoine, donc un poste assez important dans le Vaucluse, et vraisemblablement pour se préparer à subir sans trop de mal les troubles révolutionnaires, ils demandent une affectation dans le diocèse de Fréjus, pour des raisons un peu compliquées, mais qu'on peut élucider maintenant. Donc, au moment où les politiques antireligieuses de la Révolution se mettent en place, il y a à l'Amour, dans ce petit hameau, dans le presbytère que je vous ai présenté, 2 prêtres et 2 religieuses. Mais le
Le curé en titre, l'abbé Emmanuel Paris, rétracte son serment. Il est donc immédiatement arrêté, transféré à Grasse devant le tribunal révolutionnaire. Il échappe à la mort, mais on lui demande d'être déporté. Enfin, il n'est pas déporté, mais il doit absolument quitter tout de suite le diocèse, et vraisemblablement, il se réfugie à Nice. Donc il reste à Lamour, son frère, Jean-Baptiste Paris, et ses deux sœurs. Les choses vont s'aggraver, et le Jean-Baptiste Paris décide, au pied levé, avec l'approbation de son évêque bien sûr, il décide de remplacer son frère dans la paroisse de Lamour. Et quant aux deux religieuses, elles ont une idée excellente. Alors elles sont chassées de leur couvent, elles sont obligées de revêtir des habits civils, donc les vœux de religion sont interdits, et elles vont, dans le presbytère, créer ce qu'elles appellent une institution, un pensionnat. Alors ça n'a rien à voir avec un lycée aujourd'hui, hein. Mais les Ursulines sont des spécialistes de l'éducation des jeunes filles, et donc les deux sœurs Paris, avec leur frère, avec elles à ce moment-là, vont décider donc de transformer le presbytère en institution pour jeunes filles, ce qui va être évidemment une couverture pour les activités illégales de leur frère Jean-Baptiste. Alors, convention, directoire, consulat, pendant toutes ces années, on assiste à un changement très rapide des législations vis-à-vis de la religion. Il y a des moments de tolérance et des moments de persécution graves. Tout ceci, on le retrouve dans le registre, car Jean-Baptiste Paris, dans un premier temps, met toujours en marge, entre deux actes, des mentions sur la politique du moment. Il met par exemple « le culte est interdit, mais il est toléré ». Mais quelques mois après, on trouve « les circonstances obligent le prêtre de Lamour à se tenir caché et de travailler en secret ». Bon, voilà. Donc ceci, on le suit parfaitement dans le registre. Alors, à l'égard de Freinet, qui a eu au début un prêtre constitutionnel, le curé de la Freinet, assez rapidement, abandonne, livre ses lettres de prêtrise, et il n'y a plus de culte à l'église principale de la Freinet. En revanche, à Lamour, le culte continue. Pourquoi? Eh bien, si vous regardez bien le plan cadastral qui est à gauche, mais aussi le plan du presbytère que vous trouvez à droite, regardez bien, l'église et le presbytère sont collés. Et entre l'église et le presbytère, il y a un passage. La sacristie se trouve, en fait, elle est dans le presbytère, mais elle donne directement sur le chœur de l'église. Donc, ceci nous explique que le curé a pu continuer à distribuer des sacrements, pas certains, pas tous, ça dépend des moments, mais une bonne partie du temps, il peut rentrer secrètement dans l'église en passant par l'institution de ses sœurs. Il y a une sorte de sas qui lui permet, malgré tout, d'officier dans l'église, alors que les portes sont fermées et sans doute scellées. Alors, puisque sacrement il y a, je peux en parler. Bon, je ne détaille pas le nombre de baptêmes et de mariages, mais simplement quelques indications à ce sujet. En tant que persécution, c'est une chose qui est reconnue par les institutions canoniques, on peut baptiser d'urgence. C'est ce que l'on appelle l'ondoiement. C'est très simple, il suffit de verser de l'eau sur la tête du nouveau-né en prononçant la formule rituelle. Donc, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon.
Donc, on applique à ce moment-là cette règle. Les enfants sont ondoyés à domicile, comme on peut, et ensuite, le baptême est réitéré sous condition par le prêtre qu'on a fait déplacer et à qui on a demandé de venir, et rebaptise sous condition. Ça veut dire à condition que le baptême n'ait pas été valide. Parce que, attention, comme on le disait tout à l'heure, la plupart du temps, il s'agit de familles où on ne parle pas français, où on parle provençal. Et est-ce qu'il est bien certain que les formules officielles soient acceptées? C'est pas sûr. Donc le curé rebaptise, quelque temps après, ceux qui ont été ondoyés. Alors quant au mariage, pour les gens de l'époque, le mariage civil, ça paraît tout à fait incompréhensible. En fait, il y avait déjà une sorte de mariage civil, c'est le contrat de mariage. Il y a toujours un notaire, enfin pour les familles au moins qui possèdent quelque chose, il y a toujours un notaire qui fait le contrat. Et alors que le curé Paris estime, comme son évêque, qu'un sacrement, c'est canonique là aussi, un sacrement donné par un prêtre invalide est valide. C'est-à-dire que quel que soit l'état administratif ou même moral du prêtre qui officie, le sacrement donné est valide. Donc, en fait, le curé Paris marie, bien sûr, ses paroissiens dans leur maison ou parfois dans l'église en secret, mais il ne remarie pas les gens qui ont été mariés par des prêtres constitutionnels. Les seuls qui le remarient, ce sont ceux qui ont été mariés par des prêtres nommés par l'évêque constitutionnel, parce qu'eux ne sont pas en situation régulière. Voilà. Mais sinon, les autres mariages sont valides. Alors voilà pour les sacrements en eux-mêmes. Seulement, on s'aperçoit aussi que dans ce registre, eh bien, il y a des sacrements qui sont accordés à des gens qui ne sont pas de la paroisse. Qui sont ces gens-là? Eh bien, ce sont des gens qui ont voulu absolument avoir un prêtre réfractaire pour célébrer leur baptême ou leur mariage. Et ces gens-là, ce sont essentiellement des gens qui sont des royalistes ou des parents d'émigrés et qui sont venus à l'amour parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient rencontrer un prêtre en accord avec son évêque et avec le pape. Et c'est l'occasion de découvrir tout un réseau de familles qui sont des familles qui protègent les prêtres réfractaires, en particulier des familles des arcs, aux arcs où la Révolution a eu des effets terribles. La famille Fédon, qui est une famille de royalistes, se fait marier par le prêtre de l'amour, parce qu'elle ne peut pas être mariée aux arcs par un prêtre constitutionnel. À l'amour, il y a deux familles qui manifestement protègent les prêtres réfractaires. C'est la famille Béraguier et la famille Fenouil. Et si je cite leur nom, c'est parce que jusqu'en 1905, les charges de secrétaire ou de trésorier du conseil de fabrique de l'amour seront toujours tenues par un Béraguier ou un Fenouil. Donc on voit les liens qu'il peut y avoir entre certaines familles et certaines positions politiques ou religieuses. Alors, j'avance un peu. Voilà, évidemment, nous ne savons pas tout. Il y avait certainement des messes clandestines dans des granges ou dans des maisons hospitalières. Et ça, le registre n'est pas de le savoir, puisque nous ne connaissons que les sacrements. D'accord. Cela dit, ça m'a paru intéressant de voir, pour des prêtres réfractaires, quelles sont les règles de clandestinité qu'on peut observer à travers le registre, mais aussi à travers d'autres témoignages. Alors, je vais très rapidement. Il faut régulièrement changer de résidence.
Attention, ça peut vous servir, hein. Parce qu'un jour vous avez besoin de vivre dans la clandestinité. Ah, si. Bon, changer de règlement de résidence, attention, il faut que l'hébergeur précédent ignore qui est l'hébergeur suivant. Vous comprenez? Mais sur les deux issues, il faut changer d'identité. Alors, comment changer d'identité alors que tout le monde se connaît dans le village? L'identité la plus courante qui est revendiquée par les prêtres réfractaires, c'est celle de berger. Parce que le berger, c'est quelqu'un d'étranger, mais qui est familier dans la région. À Grimaud, le prêtre réfractaire qui parcourt cette zone se fait appeler Mestre José, ou Pastre des Musulmans. Monsieur Joseph, le pâtre de Monsieur Maille, les Mailles étant une des familles ayant protégé les prêtres réfractaires à Grimaud. Passer la journée à l'extérieur, ça c'est encore valable aujourd'hui. Vous savez qu'on ne peut arrêter quelqu'un ou faire une perquisition que quand il fait jour. Bon, donc vous passez toute la journée dehors. Rendez-vous avec un intermédiaire, là, oui c'est important. Quelqu'un, mettons-nous dans la situation de l'époque, quelqu'un qui veut rencontrer un prêtre réfractaire, demande à quelqu'un, je souhaiterais rencontrer le pastre des Musulmans. Vous le verrez demain à telle heure. Le lendemain à telle heure, est-ce qu'on rencontre monsieur le pastre des Musulmans? Non, bien sûr que non, s'il est trahi. Donc on rencontre quelqu'un qui vous dit « je vais vous conduire au pastre des musulmans ». Là où le pastre est caché, si au bout de 3/4 d'heure, personne n'est là, c'est qu'il a été trahi, il peut s'en aller. Oui, bon, je n'en invite pas plus, il faut graduer la confiance. Si on fait une messe clandestine, il faut avertir les gens, plus la cloche. Bon, alors, seulement attention, il y a des gens qui sont très sûrs, assez sûrs, peu sûrs. Donc les gens très sûrs, il faut les avertir longtemps à l'avance. Mais les gens pas sûrs, il faut les avertir immédiatement avant. Donc, voilà. Alors, dans ce genre de recherche, ce qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des notables. C'est évidemment les familles riches qui ont une belle maison, ils peuvent héberger les prêtres cachés. Mais il y a aussi, il faut le savoir, beaucoup de gens modestes et aussi de femmes. Je rappelle que toutes les études sur les tribunaux révolutionnaires montrent que les femmes sont beaucoup plus courageuses devant les accusateurs que les hommes. Ils cherchent toujours des excuses. C'est pour ça que c'est l'occasion de citer une de ces personnes. C'est une tropézienne, Thérèse Praxel-Courreau, une des rares dont on connaisse le nom. Pourquoi? Alors, en plus, c'est absolument extraordinaire parce qu'elle est l'arrière-petite-fille du patron Gaspard Courreau, qui a été esclave des barbaresques au XVIIe siècle. Thérèse Praxel-Courreau a caché les prêtres réfractaires dans sa maison de Saint-Tropez, qui se trouve derrière l'église, mais surtout, elle est fille de patron de bateau, elle a un bateau, et elle a passé une partie de la période révolutionnaire à convoyer les prêtres réfractaires dans le Golfe et même ailleurs. Voilà, donc ça méritait d'être cité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Après, que s'est-il passé? Après, c'est le Concordat. C'est un traité de paix entre le premier consul et l'Église. L'Église se reforme. Le curé Paris est confirmé dans son rôle, dans sa fonction de curé de la Garde Freinet, et il rouvre à la fois son Église. Il est très fier parce que son Église n'a pas été profanée pendant toute la Révolution. Elle n'a pas été transformée en culte de la raison, comme à la Garde Freinet. Et il recommence à noter les baptêmes et les mariages dans son registre. Voilà ce que l'on peut savoir à partir de ce registre, qui est une découverte assez extraordinaire. C'est donc bien la preuve
qu'il s'agit d'un document historique de toute première importance.